Nous nous retrouvons donc pour la troisième vidéo consacrée au chapitre 25 Espace préhibértien réel pour le paragraphe grand 3 orthogonalité. Premièrement, donc la définition 5 à mettre sur les fiches, on part d'un espace préhilbertien réel. Quand est-ce que deux vecteurs x et y sont orthogonaux pour le produit scalaire ambiant? Bien sûr, si x scalaire y égale 0 et on note x orthogonal à y. À partir de cela, on va définir l'orthogonale d'une partie A de E. C'est l'ensemble des x de E, tel que pour tout y de A, x scalaire y égale 0. Si A et B maintenant sont deux parties de E, on dira qu'elles sont orthogonales, et on notera A orthogonal à B. Si pour tout xy appartenant à A croix B, x scalaire y égale 0. Quelques remarques. L'orthogonalité de deux vecteurs est une relation symétrique d'après la symétrie du produit scalaire, mais elle n'est pas réflexive car, sauf cas très particulier, x n'est pas orthogonal à x, ni transitive, parce que c'est pas parce que x est orthogonal à y et y à z que x est orthogonal à z. La relation d'orthogonalité dépend bien sûr du produit scalaire choisi. Par bilinéarité du produit scalaire, on voit bien sûr que 0 de E est orthogonal à tout vecteur de E, et 0 de E est le seul vecteur orthogonal à lui-même. Si x scalaire x égale 0, alors x est nul. Passons maintenant au théorème 6 qui nous parle de l'orthogonale d'une partie de E et de parties orthogonales. Ce théorème 6 comprend trois parties. Tout d'abord, A orthogonal est un sous-espace vectoriel de E. Ensuite, dans un deuxième point, si A est inclus dans B, B orthogonal est inclus dans A orthogonal. A orthogonal est égal à vecte de A orthogonal et A inclus dans A orthogonal orthogonal. Enfin, la troisième partie, il y a trois propriétés équivalentes. A et B sont orthogonales, A inclus dans B orthogonal et B inclus dans A orthogonal. Nous allons en voir la démonstration. A orthogonal est donc l'ensemble des x de E tel que pour tout petit a de grand A, x scalaire A égale 0. Montrons que c'est un sous-espace vectoriel de E. Soit donc lambda et mu deux réels, x1 et x2 deux éléments de A orthogonal. Lambda x1 plus x2, virgule A est égal par bilinéarité à lambda x1a plus mu x2a. Oui, mais x1a et x2a sont nuls puisque x1 et x2 sont dans A orthogonal et petit a dans grand A. Donc lambda x1 plus mu x2 appartient à A orthogonal. A orthogonal est donc une partie non vide de E. Pourquoi non vide? Parce qu'elle contient le vecteur nul. Stable par combinaison linéaire. C'est un sous-espace vectoriel de E. Passons au point 2. Si A est inclus dans B, B orthogonal est inclus dans A orthogonal. Soit x dans B orthogonal, montrons que x appartient à A orthogonal. Pour cela, on se prend un A dans grand A, on veut démontrer que x scalaire A est nul. Oui, mais A est inclus dans B, donc si A est dans grand A est dans grand B. X est dans B orthogonal, donc x scalaire A est nul. Je rappelle, x dans B orthogonal, A dans B, donc x appartient bien à A orthogonal. Montrons maintenant que A orthogonal est égal à vecte de A orthogonal. Vecte de A, je vous rappelle, le sous-espace vectoriel engendré par A, ou encore l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de A. A est inclus dans vecte de A, donc d'après le petit a, vecte de A orthogonal inclus dans A orthogonal. Les inclusions sont retournées. Montrons maintenant que vecte de A orthogonal contient A orthogonal. Soit x dans A orthogonal, montrons que x appartient à vecte de A orthogonal. Soit donc y appartenant à un vecte de A, y s'écrit comme somme des lambda i à i où les ai sont dans A, lambda i presque tous nuls, seul un nombre fini compte dans la somme. X scalaire y est donc égal par bilinéarité à la somme pour i dans grand I des lambda i x scalaire à i. Oui, mais x est dans A orthogonal et les ai dans A, donc tous les x scalaire à i sont nuls. Une somme finie de 0, ça fait 0. Donc, x appartient bien à vecte de A orthogonal. Le petit c maintenant, montrons que A est inclus dans A orthogonal orthogonal. Soit donc petit a dans grand A, montrons qu'il appartient à A orthogonal orthogonal. Soit donc petit x appartenant à A orthogonal, simple orthogonal, montrons que x scalaire A est nul.
Oui, mais X il est dans A et A dans A orthogonal, donc bien sûr le produit scalaire est nul, d'où le résultat cherché. Petit 3 maintenant, montrons que A entraîne B, B entraîne C et C entraîne A. A entraîne B, supposons donc petit A et B sont orthogonales et montrons que A est inclus dans B orthogonal. Soit petit a inclus dans grand A, pour tout B dans grand B, A scalaire B est nul parce que A et B sont deux parties orthogonales. On a donc que petit a appartient à B orthogonal. B entraîne C, supposons A inclus dans B orthogonal et montrons que B est inclus dans A orthogonal. Si j'applique le deuxièmement petit a, j'ai B orthogonal orthogonal inclus dans A orthogonal. Et si j'applique ce qui précède, je sais que B est inclus dans B orthogonal orthogonal, donc B est inclus dans A orthogonal et j'ai ce que je cherche. Pour terminer, C entraîne A, supposons B inclus dans A orthogonal et montrons que A et B sont deux parties orthogonales ou sont orthogonaux, soit A dans A, B dans B. B appartient à A orthogonal puisque B est inclus dans A orthogonal, donc A scalaire B est nul, d'où le résultat cherché. Donc avec le théorème 7, excusez-moi, qui comme le précédent doit figurer sur ces fiches, orthogonal d'un sous-espace vectoriel cette fois-ci. Je vous rappelle que dans le théorème précédent, A et B étaient des simples parties. Alors, on va dire que l'orthogonal de E est égal au vecteur nul, que E est égal à l'orthogonal du vecteur nul, que si f et g sont deux sous-espaces vectoriels orthogonaux, alors f inter g est réduite à 0 de E, et enfin que si f est un sous-espace de E, f inter f orthogonal est réduit à 0 de E. Regardons donc la démonstration. E orthogonal égale 0 de E. En effet, 0 de E appartient à E orthogonal, car E orthogonal est un sous-espace de E, on l'a vu dans le théorème 6. Soit petit x maintenant appartenant à E orthogonal, x est orthogonal à tout vecteur de E, en particulier à lui-même, donc x est égal à 0 de E. Petit b, montrons que E égale 0 de E orthogonal. D'après le théorème 6, petit c, et d'après le théorème 7, petit a, E orthogonal égale 0 de E orthogonal. Donc E orthogonal, d'après ce qui précède, égale 0 de E orthogonal, et d'après le 6c, E orthogonal contient E. On en déduit donc que E est inclus dans 0 de E orthogonal, donc forcément que 0 de E orthogonal est égal à E, puisqu'il ne peut pas être plus gros que E. Le petit c maintenant, si f et g sont deux sous-espaces vectoriels orthogonaux, f inter g égale 0 de E. Si petit f et petit g sont deux sous-espaces vectoriels, étant deux sous-espaces vectoriels, le vecteur nul appartient à leur intersection. Maintenant, soit petit x appartenant à f inter g, x scalaire x, eh bien, si je considère x comme un élément de f et l'autre x comme un élément de g, x scalaire x sera égal à 0, donc x sera égal à 0 de E. Bien sûr, si j'applique ça à g égale f orthogonal, f et f orthogonal sont orthogonaux, donc f inter f orthogonal égale 0 de E. Poursuivons donc par quelques remarques et exemples. Si EI est une famille génératrice de f, x est un élément de f orthogonal, l'orthogonal est tout petit mais il est là, si et seulement si pour tout i élément de i, x scalaire EI égale 0, eh bien sûr, on sait que f orthogonal est égal à vect de la famille des EI orthogonales, donc vect des EI orthogonales, comme on l'a vu au théorème 6, et on en déduit donc la propriété. En dimension 3, deux espaces vectoriels ne sont jamais orthogonaux. Eh bien sûr, si vous avez deux plans vectoriels, ne sont jamais orthogonaux. En effet, si vous avez P1 et P2, deux plans, la dimension de P1 inter P2, d'après la formule de Grassmann, c'est la dimension de P1 plus la dimension de P2 moins la dimension de P1 plus P2. Donc 4 moins la dimension de P1 plus P2. Donc P1 inter P2 ne peut pas être de dimension 0. Donc
les deux plans vectoriels ne peuvent pas être orthogonaux. Dans Mn de R, muni de traces de transposées de M fois N comme produit scalaire, l'espace vectoriel des matrices symétriques et celui des matrices antisymétriques sont orthogonaux. En effet, si M est orthogonal, si M est symétrique et N antisymétrique, M scalaire N est égal à la trace de M fois N, mais c'est aussi égal à N fois M, c'est-à-dire à la trace de transposée de N fois M, c'est-à-dire moins N fois M, c'est-à-dire moins la trace de Nm ou encore moins la trace de Mn. Donc on a trace de Mn égale moins trace de Mn, donc c'est nul, et donc M scalaire N est nul. Passons à la définition 6. Bien connu, on dit qu'une famille est orthogonale si pour tout i différent j, xi scalaire xj est nul, et on dit qu'elle est orthonormale si xi scalaire xj vaut delta ij, à savoir 1 si i égale j, 0 sinon, orthonormale ou orthonormée, qui sont deux mots synonymes. Une remarque maintenant, si on a une famille orthogonale de vecteurs non nuls, et qu'on veut la transformer en une famille orthonormale, donc il nous manque le fait que les vecteurs soient de norme 1, il suffira de diviser les vecteurs par leur norme pour avoir une famille orthonormale. Passons au théorème 8 maintenant, qui nous dit que si E est un espace pré-hilbertien réel, toute famille orthogonale ne contenant pas le vecteur nul est libre. Et nous allons voir sa démonstration. Soit xi, y compris entre 1 et n, une famille de vecteurs non nuls orthogonales, montrons qu'elle est libre. Donc on se donne des scalaires comme d'habitude, tels que somme des lambda i xi égale 0 de E, et on veut démontrer que tous les lambda i sont nuls. On fait le produit scalaire de xk par la somme des lambda i xi, donc par 0 de E, donc on trouve 0. On développe ce produit scalaire, on obtient la somme pour i variant de 1 à n des lambda i xk scalaire xi égale 0. Oui, mais si i est différent de k, xk scalaire xi est nul. Donc il ne reste que lambda i norme de xi au carré égale 0. On a pris précaution de prendre des xi différents du vecteur nul, donc norme de xi est non nulle. On obtient donc pour tout i dans un n lambda i égale 0, la famille est libre. Terminons donc par le théorème 9, théorème de Pythagore. Donc on a x1, xp une famille orthogonale de E, alors la norme au carré de la somme des xi est égale à la somme des normes des xi au carré. Quand on en a deux seulement des vecteurs orthogonaux, plutôt quand on en a deux vecteurs, ils seront orthogonaux si et seulement si on a l'égalité du dessus avec p égale 2. Donc c'est une équivalence pour p égale 2, sinon ce n'est qu'une égalité. Donc l'exemple, la remarque qui est au-dessus, en dessous, vous la vérifierez très facilement, montre justement que l'équivalence n'est pas vraie pour p égale 3. Le théorème 10 enfin, on a x1, xn une famille génératrice de f, x'1, x'm une famille génératrice de g. F et G sont orthogonaux si tout vecteur de la famille génératrice de F est orthogonal à tout vecteur de la famille génératrice de G. Ceci se démontre très facilement. J'ai plus tout à fait le temps de faire la démonstration du théorème 9. Nous la ferons ensemble. Elle est très courte. Je vous remercie.